je parlerai de la gestion chirurgicale, comme a introduit Fadi. C'est difficile quand même d'imaginer que tous ces gens-là qu'on connaît, qui ont marqué notre adolescence, notre jeunesse, ont un tel âge maintenant et étaient aussi musclés, aussi jeunes. Ça fait quand même assez bizarre. Surtout quand on regarde par exemple cette photo-là, ce monsieur qui était tout gonflé comme ça, plein de muscles, et qui malgré l'exercice ressemble à ça maintenant. Et ça nous ramène à penser à une notion qui prend de plus en plus d'ampleur actuellement, et qui est la sarcopénie. Donc le déficit, ou la fonte musculaire avec l'âge, qui serait donc aussi importante que l'ostéoporose dans l'incidence, dans la prédiction de l'incidence des fractures des seniors. Alors, est-ce que notre sujet est un sujet important? Bon, pour vous dire déjà, selon l'HAS, déjà en 2008, on comptait 80 000 fractures de col. Donc, c'est uniquement le col fémoral par an, et dont 75% de femmes. À l'échelle mondiale, ce chiffre devient beaucoup plus choquant. On comptait 1 à 2 millions de fractures de col en 90. Et on prévoit quand même, c'est très variable selon les études, mais on est entre 7 à 21 millions de prévisions en 2050. On dépasse l'incidence de cancer du sein. C'est quelque chose de bien plus fréquent. Et on peut voir là que la mortalité n'est pas moins importante. Bien au contraire, c'est les fractures chez les seniors, les fractures de hanche chez les seniors, c'est un contexte qui connaît beaucoup de morbidité, avec des complications post-opératoires toutes confondues qui peuvent arriver jusqu'à 20%, et une réduction assez constante de l'autonomie qui est autour de 30 à 50%, et qui peut être des fois totale en fait. Et donc on arrive à un taux de mortalité, surtout la première année, qui est très élevé, qui arrive jusqu'à 25% au cours de la première année. Donc, un senior qui se casse la hanche a un risque de 25%. Un senior sur 4 peuvent décéder pendant la première année après fracture du col. Et ça, c'est même si on l'opère selon toutes les bonnes règles de l'art. Alors, on est un peu dans le contexte, on les a vus hier. Bon, on se pose la question, si jamais ces deux personnes-là, ou l'une des deux, se casse une hanche, l'un a 74 ans, l'autre a 77 ans, est-ce que dans nos capacités médicales actuelles, est-ce qu'on est assez bon pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir bien les soigner et pour pouvoir leur garantir qu'ils vont, ils vont bien compléter leur mandat. Donc, c'est pour vous dire que les enjeux, c'est pour rigoler un peu, mais c'est pour vous dire que les enjeux sont vraiment très importants, et ça, tout simplement, ça regarde chacun d'entre nous. Alors, pour un peu en pratique, le facteur, ça c'est aussi selon l'HAS, le principal facteur de mortalité après une fracture de hanche chez les vieux, c'est avant la chirurgie. On sait que, maintenant c'est une vérité établie scientifiquement, qu'un délai qui dépasse les 48 heures vaut une augmentation de 10% de la mortalité. Ça peut sembler être, ça semble être un petit chiffre, mais quand même c'est énorme. Donc 10% de mortalité pour uniquement 2 jours de retard avant l'intervention. En pratique, je parle de moi-même et des équipes,
on a quand même une certaine tendance au laisser aller concernant ces délais-là, ces délais préopératoires, parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a devant nous un vieux monsieur ou une vieille dame qui n'ont pas l'air très douloureux, qui ne sont pas en train de hurler de douleur. Ils trouvent leur position confortable et puis voilà, ils n'ont pas si mal que ça, ils n'ont pas l'air en tout cas. Souvent, c'est des gens qui sont seuls, donc il n'y a pas la famille autour qui est en train de réclamer continuellement, etc. Une deuxième cause très fréquente aussi, c'est notre programme chirurgical froid. On a quand même toujours des difficultés à reporter ou à annuler des patients programmés parce qu'on a dans nos lits une ou deux fractures pertrocantériennes, on a un clou gamma à faire, etc. Donc ça reste aussi un problème à gérer. Et bon, déjà au Val-d'Hier, par exemple, on a pu résoudre partiellement ce problème en créant des plages d'urgence, donc des plages au bloc opératoire qui soient dédiées aux urgences. Donc, ça nous permet d'écouler justement beaucoup plus facilement et plus rapidement surtout ces urgences-là et ces fractures. Un autre problème, c'est ce qu'on appelle les anticoagulants difficiles. C'est surtout les anticoagulants oraux, comme l'Eliquis, le Xarelto, le Pradaxa. C'est des anticoagulants qui n'ont pas encore d'antidote qui est facile à obtenir, ou qui tout simplement n'existe pas encore. Et donc, on n'a pas d'autre choix. On est obligé d'attendre l'écoulement au moins de demi-vie de chaque médicament pour qu'on puisse opérer sans risque de saignement très important. Donc ça, comparé aux autres anticoagulants, à l'héparine ou à l'héparine bas-moléculaire par exemple, ça nous crée une difficulté et c'est vraiment très fréquent. Et donc ça, c'est un appel aussi aux médecins de réfléchir à ça quand ils traitent un problème cardiaque ou autre. Une autre cause de retard, c'est l'obtention de la tutelle, de la signature de la tutelle ou du consentement éclairé pour être autorisé à opérer. Alors ça, on peut chanter un peu pour aller direct au bloc opératoire parce qu'on considère quand même que c'est une urgence chirurgicale. Autre cause de retard, c'est le retard pour avoir les avis médicaux. Souvent, on a besoin d'un avis cardio, on a besoin d'un avis d'anesthésie, bien sûr, d'une consultation d'anesthésie. L'anesthésiste est pris au bloc toute la journée, il ne peut pas passer à l'étage pour faire sa consultation, donc il passe que le soir, par exemple. Le soir, il voit le patient, il voit le dossier, il constate qu'il y a quand même un problème cardiaque à voir de façon plus profonde. Il demande des examens et donc voilà, ça se reporte pour le lendemain, au lendemain, et ainsi de suite, ça s'enchaîne. Voilà, c'est la journée, le travail et l'occupation quotidienne de chacun, quoi. Une autre cause fréquente de retard de chirurgie, c'est le fait d'obtenir les résultats, que ce soit une écho cardiaque, un scanner, le scan qui connaît déjà, où il y a déjà des patients programmés, etc. Les RAI, ça c'est fréquent également. Et maintenant, on a aussi l'histoire du test Covid on a de plus en plus de difficultés à obtenir les résultats suffisamment tôt. Tout ça, avec tout ça, il faut garder en tête justement une notion primordiale qui doit nous pousser constamment à faire au plus vite, c'est que l'ennemi public, l'ennemi numéro 1 du patient, c'est l'alitement, c'est le lit. Alors, comment ça se passe en pratique? Je suis appelé par l'urgentiste. Voilà, je passe voir un senior qui est amené aux urgences par les pompiers, par exemple, ou je vois débarquer en consultation un patient qui est sur un brancard. Voilà, c'est souvent un patient qui ne communique pas, qui est confus, qui a une démence sénile, ou Alzheimer, etc., et qui vient après une chute. Souvent, c'est des gens qui sont restés plusieurs jours par terre chez eux,
avec tout ce que ça implique, comme rhabdomyolyse, etc. Et moi, je dois faire le diagnostic, je dois m'en occuper. La première étape, ce qui peut me ramener pas mal de renseignements, c'est de regarder ce patient. Déjà, la latitude en raccourcissement rotation externe, que vous connaissez tous, est très évocatrice, donc ça peut m'indiquer des choses. Je peux regarder s'il y a des bleus au niveau de la hanche, s'il y a des bleus autour du genou, etc. Et la position du patient, la position de confort ou la position antalgique que prend ce patient. Pour moi, devant un tel patient qui ne communique pas, l'outil le plus efficace et le plus important que j'ai en ma disposition, c'est les mains. Donc, vraiment, je n'hésite pas à aller palper partout, partout où il peut avoir des lésions ou des contusions. Je commence par faire le roulement de la hanche, de l'autre côté également. J'essaie de faire des compressions du bassin en horizontal, mais aussi en antéro-postérieur. J'essaie de palper le pubis au niveau du promontoire, je palpe les ischions dans les fesses, je comprime le grand trochanter, je palpe le fémur, je palpe les deux genoux aussi, j'essaie de bien voir s'il y aurait une réaction douloureuse à la palpation du genou. Quelque chose de plus important aussi, souvent, je peux tout simplement glisser ma main derrière le dos du patient, derrière sa région lombaire surtout, et palper et voir s'il y aurait vraiment une réaction douloureuse. Et croyez-moi, souvent, ça ramène beaucoup de renseignements et ça peut nous indiquer des lésions associées qui sont tout aussi importantes, hein. Et donc, ça me ramène à vraiment vous alerter sur ces lésions associées qui sont très fréquentes chez les seniors, parce qu'il s'agit souvent de lésions sur un os spongieux, donc particulièrement le rachis. Donc, on parle des tassements lombaires ou dorsaux. Le plateau tibial, on peut avoir des tassements de plateau tibial, donc comme ça, qui peuvent passer inaperçus, à moins qu'on palpe, à moins qu'on soit exhaustif dans la palpation. Et ces lésions-là sont certainement pas à négliger parce que, tout simplement, si je regarde la hanche et que je suis content, je retrouve pas de fracture de hanche ou du bassin. Et si le patient a par ailleurs un tassement lombaire à côté, et comme résultat d'alitement, ça va être de soi pour le patient. Ce patient, à cause de ce tassement vertébral, il ne va pas bouger pendant un mois et demi, etc. Donc, un risque très élevé d'alitement et de complications liées à l'alitement. Donc, encore une fois, vraiment, pensez toujours à ces lésions associées chez cette catégorie de patients. Alors, j'ai examiné mon patient, je l'ai vu, j'ai eu mon examen clinique. Après, on est souvent amené à faire vraiment une fouille aux informations. On a souvent un dossier de trois documents qui ne contient pas grand-chose. J'ai été souvent amené à regarder même dans le dossier des pompiers, à leur poser des questions, à voir si quelqu'un les a contactés, si un voisin leur a donné une information quelconque, un fils, une fille, etc. Donc ça, c'est très important et ça peut vraiment nous donner des informations en or très précieuses parce que tout simplement, on n'arrive pas à communiquer avec le patient lui-même. Et si on a de la chance, on arrive à retrouver dans le dossier quelque part ce numéro de téléphone que j'appelle numéro magique qui va vraiment nous résoudre, nous remplir tous les trous d'informations dans notre tableau. C'est soit le fils, soit le tuteur, soit voilà. Et il ne faut pas hésiter à appeler donc ce numéro-là pour avoir le maximum d'informations possibles. Très important aussi d'essayer de connaître avec le plus de détails donc les antécédents médicaux. Fadi a parlé donc du score ASA, etc. Important aussi de connaître l'état fonctionnel antérieur. Est-ce que c'est un patient qui marchait? Est-ce qu'il sortait pour faire ses courses, etc. Ou est-ce que c'était un patient qui se déplaçait sur fauteuil roulant? Est-ce que c'est un patient qui marchait pas du tout?
l'état nutritionnel, Fadi en a parlé, et d'essayer d'avoir l'autorisation d'opérer, comme on a dit. Tout cela, ensemble, me permet de me créer une première impression, une première idée sur l'objectif ultime de ma prise en charge chirurgicale. Est-ce que je serai amené à opérer ce patient pour le maintenir en vie, pour faciliter les soins de base, ou est-ce que le but serait de maintenir ce patient en fonction, c'est-à-dire de lui permettre de remarcher, de faire sa vie, etc. Alors, on passe après donc la fouille aux infos. Je passe pour faire mon diagnostic. Donc, souvent, il s'agit de radiographie simple du bassin avec des radios de hanche, de face et de profil chirurgical, au profil d'Arcelin. Les radios sont souvent très difficiles à faire pour les manips radio et souvent, donc, il ne peut pas faire mieux. On a des radios difficilement interprétables parce qu'on a un patient complètement recroquevillé, avec des contractures, il est de biais, voilà, et on ne peut pas le mettre sur le dos parce qu'il a très mal. Donc, dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à demander un examen complémentaire, donc qui est le plus souvent le scanner, parce que tout simplement, c'est le plus facile à obtenir. L'IRM serait plus sensible pour certaines fractures, mais souvent, ça nous retarderait beaucoup trop pour avoir une IRM, donc pour confirmer ou infirmer un diagnostic. Donc, on a le plus souvent recours à un scanner avec reconstruction. Il faut toujours, l'œil est le plus souvent attiré sur la hanche, sur le grand troc, etc. Mais il faut systématiquement apprendre à balayer les autres régions, notamment le cadre obturateur. Si on a la moindre suspicion, j'en ai déjà parlé, donc la moindre suspicion de lésion associée, notamment le rachis, il ne faut pas hésiter à demander un complément de radio, un rachis lombaire ou entier de face et de profil, ou des radios du genou. Alors, les différents types de fractures au niveau de la hanche qu'on peut voir. D'abord, les fractures du col, les fractures vraies du col. On peut avoir une fracture donc sous-capitale, mi-cervicale ou basicervicale. Les fractures donc, du massif trochantérien, ça peut être une fracture pertrochantérienne, donc qui passe à travers les deux trochantères. Une fracture trochantéro-diaphysaire, donc qui s'étend jusqu'à la diaphyse. Une fracture intertrochantérienne, donc entre le grand troc et le petit troc, et une fracture sous-trochantérienne. Voilà comment on les classe. Autre chose, on peut avoir une fracture du bassin lui-même, donc une fracture de l'aile iliopubienne ou ischiopubienne ou les deux, une fracture de l'aileron sacré. Là aussi, il ne faudra pas hésiter à regarder, à balayer et à bien inspecter cette zone-là, donc l'aileron sacré et la sacro-iliaque en particulier, et une fracture éventuellement de l'aile iliaque. Une fracture du cotyle, donc il faudra chercher à bien voir les lignes qui dessinent le cotyle. Et ça, c'est également très, très important. Et malgré tout cela, il faudra garder dans un coin de la tête qu'on peut toujours avoir, surtout chez les seniors, des lésions des parties molles. Une personne qui a 70 ans et qui a des douleurs de hanche comme ça à bas bruit depuis une quinzaine d'années et qui vient là, qui a une impotence fonctionnelle peut-être totale, sans évidence de radio, de fracture à la radio ou au scanner, eh ben, on est un peu coincé, mais il faut toujours justement penser aux lésions des parties molles. Peut-être qu'il s'est rompu sa coiffe des abducteurs, c'est-à-dire les muscles moyens et petits fessiers. Éventuellement, enfin peut-être qu'il a un gros hématome de l'iliopsoas, etc. Donc, gardez dans un coin de la tête les possibles lésions des parties molles également. Alors, Fadi en a déjà parlé, je ne vais pas être très long là-dessus. Les facteurs de pronostic préopératoire qui seraient modifiables, c'est donc d'abord le délai de prise en charge, c'est le plus important. L'état nutritionnel, donc on peut faire une albuminémie, des protéines sériques, mais bon, certainement, je n'aurai pas le temps d'agir sur l'état nutritionnel en préopératoire. L'anémie pré-op, par contre, là, je peux agir. Souvent, c'est un patient qui est un peu dénutri, qui a une hémoglobine de base qui est basse.
ou qui a juste tout simplement chuté avec la fracture. Et donc, ce n'est pas exclu qu'on transfuse ce patient en préopératoire, notamment quand c'est lié à un risque augmenté aussi d'infarctus du myocarde, d'ischémie myocardique ou d'hypotension, etc. Un facteur qui est très souvent négligé, Fadi en a bien parlé, c'est l'hydratation, surtout chez les chez les seniors qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas réclamer de l'eau. On retrouve des gens qui ont une déshydratation de façon chronique. Et si la fonction rénale, par exemple, et cardiaque est bonne, rien n'empêche qu'on lui mette un litre de sérum salé en perfusion, en préopératoire. Hein. Alors, je passe à ma décision chirurgicale. Il faut que je décide quoi faire pour ce patient. Je vous fais un petit rappel d'anatomie. C'est le cours d'anatomie qu'on a eu dans la première et deuxième année de médecine. Donc, la tête fémorale est irriguée donc, par les artères circonflexes, surtout postérieures et antérieures. C'est des petites artérioles minuscules qui percent la capsule et qui traversent donc le col pour arriver à vasculariser la tête. La vascularisation de la tête est donc une vascularisation terminale. Et donc, vous voyez bien qu'une fracture. Pourquoi une fracture extracapsulaire permet de dire que la vascularisation, ces petits vaisseaux restent conservés, restent quand même acceptables. Alors, cette irrigation sanguine-là nous ramène justement à la fameuse classification de Garden. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la rationale derrière cette classification, c'est que, par exemple, pour les Garden 1 et 2, on considère que surtout le pédicule artériel postéro-inférieur serait conservé. Et c'est pour cela que, par exemple, dans les Garden 1 et 2, on aurait un risque d'ostéonécrose post-opératoire qu'on évolue autour de 20%. Par contre, pour les Garden 3 et 4, on a un risque qui avoisine les 50% pour la Garden 3 et pour la Garden 4 encore plus important, autour de 60%, parce que justement, même ce pédicule postéro-inférieur serait probablement, il y a de fortes chances qu'il soit sectionné avec la fracture. Une notion de biomécanique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important à connaître. C'est la transmission des forces au niveau du bassin et du cotyle et donc au niveau de la hanche. Donc le poids et les forces se transmettent à travers le rachis et les sacro-iliaques, à travers l'os iliaque et jusqu'à la surface portante du cotyle. Et donc, quand on appuie, on est en train d'appuyer ici, donc sur la surface portante du cotyle et donc de la tête fémorale. Le vecteur de force, la résultante de force, et ça c'est Powell qui a décrit ça, la résultante des forces, intuitivement on dirait qu'elle est verticale, mais en fait elle fait un angle d'à peu près 15 degrés avec la verticale. Donc la résultante de force, elle serait comme ça. Elle ne serait pas verticale. Et donc ça nous ramène à conclure quant à la stabilité de la fracture. Si j'ai un trait de fracture qui est quasiment perpendiculaire à la résultante des forces, eh ben, je peux dire que quand le patient appuie, il va appuyer en compression du foyer et donc il va encourager, vous savez très bien que la compression d'un foyer de fracture encourage la bonne consolidation. Alors que si, comme ici, le trait de fracture est quasiment parallèle au vecteur de résultante des forces, eh bien déjà, il s'agira d'une force de cisaillement et de 2, donc le foyer de fracture ne sera pas en compression. Et donc ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va dicter le dessin de notre matériel d'ostéosynthèse. Par exemple, là, pour un vissage, ça c'est un patient qui date d'une dizaine de jours. Donc, si le vecteur de force qui fait 15 degrés, mon ostéosynthèse, elle vise à rediriger ces forces, donc, de façon à être le plus perpendiculaire
au foyer de fracture possible. Et donc, à permettre au patient d'appuyer et donc de comprimer le foyer de fracture au lieu de risquer de le déplacer en cisaillement. C'est très important de comprendre cette notion parce que ça va nous faire comprendre toute la rationale derrière nos ostéosynthèses. Alors, je commence par les fractures intracapsulaires, les fractures du col vrai. Je vous ai fait un petit algorithme donc pour prendre la décision justement devant une fracture de col. D'abord, devant une fracture de col, enfin, je peux regarder sur la radio de bassin et de hanche si ce patient est déjà très arthrosique. Si c'est un patient qui est arthrosique si je lui fais si je lui fais une ostéosynthèse ou si je lui fais une prothèse, une hémiprothèse, une prothèse intermédiaire, ce patient risque d'avoir des douleurs après en appuyant parce que son cartilage acétabulaire est déjà abîmé. Et donc, dans ce cas-là, on va vers une prothèse totale de hanche. Voici un exemple chez un patient qui date de 3 mois également. Et voici ce qu'on peut faire donc avec un tel abord. Ça, c'est une voie antérieure en l'occurrence. Si je n'ai pas de coxarthrose à la radio, l'étape suivante serait de déterminer l'âge physiologique du patient. Il ne faut pas se fier à l'âge chronologique parce qu'il y a surtout en 2020 maintenant, il y a une grande différence entre l'âge, il y a souvent une grande différence entre l'âge physiologique et l'âge chronologique. Et donc, si mon âge physiologique est inférieur à 50, avec un patient, un senior qui est très bien conservé, eh bien, j'irai plutôt vers l'ostéosynthèse, par exemple, avec des vis percutanées. Donc, on fait c'est à travers un abord de 1 à 2 cm, pas plus, pour fixer cette fracture du col. Enfin, ça peut être 2 ou 3 vis en percutané. Si par contre j'ai un âge physiologique qui est supérieur à 50, là j'irai regarder plutôt le type de fracture selon la classification de Garden. Pour les types 1 et 2, donc avec un risque d'ostéonécrose et de pseudarthrose qui est encore acceptable, j'irai également vers l'ostéosynthèse, donc toujours avec éventuellement des vissages ou une plaque DHS ou un clou, donc on va voir ça plus tard. Si j'ai une fracture de Garden 3 ou 4, donc avec un risque de complications assez élevé, et je ne veux pas risquer de revenir réopérer ce patient pour une ostéonécrose, par exemple, parce qu'il peut ne pas tolérer une deuxième chirurgie plus tard. Là, j'irai calculer mon score de Parker. Donc, c'est le score qui détermine, comme a expliqué Fadil, l'autonomie de mon patient. Et là, si mon score de Parker est bon, s'il est inférieur à 6, eh bien, j'irai poser une prothèse intermédiaire, c'est-à-dire une prothèse qui remplace uniquement la tête fémorale et le col, mais sans aller poser un cotyle, une cupule, et donc c'est pour cela qu'on l'appelle prothèse intermédiaire. Si par contre le score de Parker est élevé, on ira, donc c'est un patient qui est encore assez autonome, etc., on ira plutôt encore une fois, vers une prothèse totale blanche. Alors, ça, c'est pour les fractures intracapsulaires du col. On passe aux fractures extracapsulaires. Donc, on a plusieurs types. Donc, les fractures pertrochantériennes, les fractures pertrochantériennes assez communutives ou complexes, les fractures trochantéro-diaphysaires et les fractures sous-trochantériennes. Ici, c'est assez simple. Dans la très grande majorité des cas, on va vers l'ostéosynthèse parce que, comme on a dit, c'est des fractures où la vascularisation de la tête fémorale serait conservée. C'est rarissime quand même qu'on aille, ça dépend aussi des écoles, qu'on aille au remplacement prothétique dans les fractures extracapsulaires. Voici un exemple de fracture pertrochantérienne. Et donc, les deux moyens les plus fréquemment utilisés pour cette ostéosynthèse, c'est le clou cervicodiaphysaire. Donc, vous avez plusieurs types, ce que vous entendez parler de clou gamma, de clou PFNA, etc. Ou donc la solution, le gold standard qu'on faisait avant, c'est la vis plaque ou la plaque DHS.
bon, qui nécessite un abord plus grand quand même, qui est un peu plus délabrante à poser, mais qui reste pratiqué, qui reste tout à fait valable et qui est quand même moins cher qu'un clou gamma. Donc voici, je vous ai mis un peu une illustration de la technique du clou gamma. Donc ça se fait à travers, comme vous voyez ici, les agrafes. C'est une incision proximale de 5 cm, une incision moyenne, donc pour faire rentrer la vis cervicocéphalique de 3 cm en général, et ici une petite incision pour verrouiller en distal notre clou. Ensuite, on passe aux fractures du cotyle. Pour les fractures du cotyle, alors, c'est comme toutes les fractures du cotyle, il y a une raison plus chez les seniors, la décision se prend vraiment au cas par cas. Chez les seniors, on a souvent des fractures par enfoncement, donc c'est la tête fémorale qui s'enfonce dans le cotyle, et donc on garde une certaine concentricité de la tête fémorale dans la nouvelle cavité qui s'est créée. Et donc là, on a un choix, on a une décision à prendre, soit tout en gardant en tête, bien sûr, que mon objectif principal, c'est de permettre à ce patient de marcher ou de se verticaliser le plus tôt possible. Alors, soit il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, bien sûr, soit on va plutôt vers un traitement orthopédique, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de laisser consolider cette nouvelle congruence de la hanche, en préparation, bien sûr, pour préparer le mieux possible la future prothèse de hanche, parce que forcément, ça va induire de l'arthrose assez rapidement. Ou bien, quand le cas s'y prête, comme dans ce cas-là, c'est un patient que j'ai opéré une patiente que j'ai opérée il y a 2 mois. Vous voyez, par exemple, c'est une patiente qui a une belle fracture du cotyle, une patiente qui a comme antécédent une ancienne fracture du col, opérée il y a 1 an ou un peu plus d'un vissage et qui est très douloureuse au niveau de cette fracture et donc qui marchait en appuyant surtout sur le côté droit. Et donc là, si j'optais pour un traitement orthopédique, ben ce serait un traitement, un fauteuil roulant ou un alitement prolongé. Donc là, finalement, j'ai opté pour une prothèse de hanche sur fracture fraîche, en mettant quand même un renfort acétabulaire, ici ce qu'on appelle une croix de Kerboul, qui va me servir justement comme une forme d'ostéosynthèse de cette fracture du cotyle, qui va ponter justement la fracture du cotyle. Tout ce que vous voyez ici, le blanc, c'est de la greffe osseuse que j'ai tassée au maximum pour que justement j'obtienne une consolidation la plus rapide possible. Et bon, on a donné un appui, on a donné l'appui à cette patiente, et puis voilà, progressivement, elle consolide plutôt pas mal. On passe du coup au cas de figure où on aurait des fractures du bassin. Du coup, le plus souvent, il s'agit de fractures donc du cadre obturateur, d'une des branches donc ilio-ischiatique ou iliopubienne ou ischiopubienne, ou une fracture de l'aile iliaque. Alors, quand il faut savoir que cette partie-là du bassin, c'est une partie non portante. L'aile iliaque, c'est aussi une partie non portante. Comme je vous avais montré avant l'illustration, la force d'appui, elle se transmet comme ça et directement sur la hanche. Et donc, quand j'ai une fracture isolée d'une branche ou de 2 branches et que je n'ai pas de fracture derrière du sacrum ou de l'aile de la sacro-iliaque, je peux opter pour un traitement qu'on appelle fonctionnel, c'est-à-dire je peux autoriser un appui à ce patient, mais bien sûr selon sa douleur. Et d'où l'intérêt donc d'essayer de trouver un cocktail le plus efficace possible pour ce patient, pour qu'il soit le moins algique, et donc pour qu'il puisse marcher avec un appui complet le plus tôt possible. C'est ce qu'on appelle le traitement fonctionnel. Autre cas de figure, les arrachements du grand trochanter, ça on observe aussi assez fréquemment. Bon, l'idée qu'il faut comprendre, c'est que c'est très difficile de demander à un patient qui a 80 ans de faire un appui partiel ou même de ne pas appuyer du tout.
C'est des gens qui ont des muscles assez faibles, donc souvent c'est illusoire de penser qu'on peut leur demander ça. Et donc, contrairement à ce qu'on ferait chez un jeune, par exemple, si on a une fracture du grand trochanter qui est peu déplacée, on serait amené quand même à lui donner l'appui sous couvert, l'appui protégé, sous couvert de déambulateur ou de béquille, quitte à espérer que cette fracture du grand trochanter va consolider et que l'enveloppe de tissu mou va aider à maintenir cette éviter un déplacement secondaire. Si par contre c'est une fracture qui est vraiment très déplacée, là on pourrait vraiment réfléchir à réaliser une ostéosynthèse quand même. Une fracture, donc j'ai porté votre attention sur le sacrum et la sacro-iliaque. Il faut toujours regarder ici une fracture isolée d'un aileron sacré. Pareil, dans l'optique de donner la verticalisation le plus vite possible à ces gens-là, on pourrait aussi prendre le risque de leur donner l'appui sous couvert d'un déambulateur. Mais ça, c'est à condition qu'il n'y ait pas d'autres fractures du bassin associées, parce que si j'ai une fracture du sacrum et une fracture des deux branches sur le même hémibassin, il s'agit là d'une fracture instable de l'hémibassin, et donc l'appui serait quand même beaucoup trop dangereux. Et là, je suis obligé d'interdire l'appui, quitte à laisser le patient sur fauteuil ou au lit, tout simplement. Alors, les facteurs de pronostic quand je suis en train d'opérer, on passe au bloc opératoire maintenant. Il y a plusieurs facteurs que je peux contrôler moi-même en faisant la chirurgie qui jouent un rôle très important sur les suites. D'abord, l'épargne sanguine. Je suis beaucoup plus minutieux pour le contrôle du moindre saignement chez ces personnes-là qui n'ont déjà pas de gros stock d'hémoglobine. La durée opératoire, donc on essaie qu'on ait tout le matériel déjà en salle de bloc, qu'on ne perde pas de temps à aller ramener du matériel, on vérifie qu'on a toutes les tailles qu'il faut, etc. Donc ça peut réduire considérablement notre durée opératoire. Le type d'anesthésie, donc ça c'est l'anesthésiste qui choisira entre rachianesthésie et anesthésie générale, selon les pathologies du patient. Le type d'implant. Alors, si on pose une prothèse, on choisit quasi systématiquement chez les seniors les prothèses double mobilité, surtout avec les améliorations de fabrication qu'a connu la prothèse double mobilité, parce que tout simplement, c'est un risque de luxation qui est amoindri. Selon les écoles, on peut choisir une tige cimentée. On sait que l'avantage d'une tige cimentée, c'est qu'on a moins de risque de casser le fémur en cours d'opération, parce qu'on cherche tout simplement, on ne cherche pas le press-fit de la tige dans le fût fémoral. Mais de l'autre côté, une tige non cimentée ne nous expose pas justement au risque du ciment et donc au risque de la complication qui est le choc au ciment. Ça reste quand même une complication rarissime, exceptionnelle, mais bon, voilà, il y a ces deux facteurs à prendre en considération. Et finalement, un des facteurs modifiables pour la chirurgie, c'est le choix de la voie d'abord. Chez ces gens-là, il n'est pas permis de faire de l'expérimentation. C'est-à-dire, si je suis en train de connaître, de m'entraîner sur une nouvelle voie d'abord, etc., ce n'est pas chez ces gens-là que je vais expérimenter, que je vais essayer. Je pourrais essayer chez un patient où c'est moins risqué. Et on fait toujours chez ces gens-là la voie d'abord qu'on connaît le mieux, qui pour nous lui ramènera le moins de complications, le moins de luxations, le moins de fractures et le moins de saignements possible, et qui lui ramènera aussi la récupération la plus rapide. On ne va pas rentrer dans les détails des voies d'abord parce que ça a été le sujet de notre webinaire précédent. Après, bon, je passe rapidement parce que Fadi en a parlé déjà. Pour moi, le gériatre, c'est vraiment le coordinateur des soins en intra-hospitalier. Il joue un rôle primordial. On observe souvent après l'intervention, après la chirurgie,
un certain relâchement et également une certaine diminution de la tension, que ce soit de la part du chirurgien ou de l'équipe en général. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre tête que voilà, le geste est fait, la chirurgie est faite, la fracture est fixée ou est réparée. Et donc, voilà, le chirurgien a fait son geste miracle et le patient va automatiquement aller bien. Alors qu'il n'en est rien. Vraiment, je peux vous dire que le geste chirurgical en soi serait l'étape la plus facile à réaliser dans toute cette prise en charge. Pour moi, le post-opératoire est beaucoup plus difficile que la chirurgie et il est beaucoup plus déterminant que la chirurgie. Et la pierre angulaire pour le post-opératoire, c'est les kinés. Donc les kinés, oui, c'est très important que le kiné soit impliqué dès le post-opératoire direct parce que, comme on a dit encore, l'ennemi public numéro un, c'est le lit. Et notre priorité, c'est de mettre ce patient debout le plus tôt possible. Souvent, les kinés sont un peu découragés, ils n'ont pas très envie de rentrer dans la chambre de ce patient parce que bon, c'est un patient qui a des tuyaux de partout, on ne peut pas communiquer avec lui, le kiné vient seul, il doit le retenir, le patient est assez lourd. Et donc, enfin, je les comprends, on les comprend très bien, on les salue d'ailleurs pour l'effort qu'ils font. Mais donc, en même temps, enfin, il y a quelques petits agencements qui peuvent faciliter cela. Souvent, on essaye de demander qu'ils soient justement pour faire démarrer le patient. La mise au fauteuil est un très bon début, mais ne remplace certainement pas la verticalisation. Donc, voilà. Et surtout que pendant le premier mois, ce qu'on demande aux rééducateurs, aux kinés, c'est vraiment surtout la reprise de la marche. Donc, on ne va pas vous embrouiller avec des renforcements, la récupération de la mobilité articulaire, etc. On a un objectif principal au début, c'est la reprise de la marche. Alors, on a certainement beaucoup de marge, beaucoup d'améliorations à faire en post-opératoire. Je parle de notre équipe et de toutes les équipes que j'ai vues dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé. Il y a toujours de l'amélioration à faire. Pour la nutrition, là, en post-opératoire, je peux agir maintenant. J'ai assez de temps pour installer une nutrition parentérale s'il le faut, pour vraiment récupérer ce déficit en protéines. La transfusion, donc il faut très bien avoir en tête que chez les seniors, je ne peux pas attendre que ce patient soit tachycarde, que ce patient fasse une hypotension, qu'il fasse des vertiges, etc., comme je le fais chez les jeunes, pour transfuser. Ce n'est pas les mêmes indicateurs, les mêmes réactions physiologiques chez les personnes âgées. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, surtout que même après une intervention rapide qui prend 25 minutes et qui saigne très très peu, on observe très souvent une chute quand même de 2 à 3 points d'hémoglobine. Et donc, il ne faut pas hésiter à transfuser. Ça fait vraiment une energy shot pour ces patients-là. Encore une fois, la volémie, donc attention à la déshydratation silencieuse de ce genre de patient. On essaie de limiter le maximum possible l'utilisation de morphinique parce que ça participe au relâchement, à la faiblesse du patient. Et surtout, dès qu'un membre de la famille est présent, c'est primordial d'essayer de les impliquer dans les suites post-opératoires. Alors, pour la sortie, idéalement, il y a un relais qui doit être fait entre le gériatre, qui connaît maintenant le tableau global du patient, au médecin généraliste, ou justement à lui-même, mais en consultation externe. Le généraliste garde quand même un rôle primordial en post-opératoire parce que c'est lui qui va agir sur les pathologies qui font risquer des chutes. Très souvent une cataracte, un vertige paroxystique bénin, l'hypotension orthostatique. Donc tout ça, c'est des facteurs que le généraliste peut gérer. Et un facteur très important aussi, c'est d'impliquer la famille avec vraiment de petits aménagements, à la maison. Même un bord de tapis qui est un peu enroulé peut entraîner une deuxième chute. Les bords de table, les lumières, surtout la nuit,
faire en sorte d'éviter que ce patient-là se réveille et se lève seul la nuit pour aller aux toilettes, installer des barres d'appui partout dans la maison, voilà, un rehausseur de toilette, faire attention aux surfaces glissantes, etc., etc. Tout ça, c'est des petits aménagements que seule la famille peut réaliser, donc à domicile, pour éviter une deuxième chute. Voilà donc pour la prise en charge chirurgicale. Il s'agit certainement d'un des 10 premiers problèmes de santé publique et ça risque vraiment d'augmenter exponentiellement avec le vieillissement des populations. Il s'agit pour moi, encore une fois, il s'agit avant tout d'un problème médical. Ce n'est pas la chirurgie qui va faire le miracle. La chirurgie risque d'être l'élément le plus simple, je dirais. Il s'agit avant tout d'un problème médical. Le délai des premières 48 heures est très important pour le taux de mortalité. On essaie tous, et je fais appel à moi-même et à tous les membres des équipes, à lutter contre ce laisser-aller en post-opératoire parce que c'est la période la plus critique, encore une fois. La priorité, c'est d'éloigner le patient du lit, de le verticaliser le plus rapidement possible. Et un protocole, comme vous l'avez remarqué, un protocole de coordination gériatrique est, comme on le fait à l'hôpital du Val-d'Hier avec nos gériatres qui voient nos patients seniors systématiquement. C'est une coordination indispensable pour bien soigner ce type de patient. Merci.